Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes lundi 12 mars 2018. Merci de nous regarder chez vous à la télévision. Vous êtes chez les GG. Merci de votre fidélité. Au menu, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Cela fait aujourd'hui un mois, jour pour jour, que l'école guinéenne reste paralysée du fait d'une grève déclenchée par le syndicat des enseignants, le SLEG, avec à sa tête Aboubakar Souma. Le SLEG qui a décidé de rejeter les propositions à lui faites par le gouvernement ce week-end et donc de maintenir son mot d'ordre de grève. L'échelonnement donc proposé par la partie gouvernementale pour payer les 30% reste du point d'indice salarial ne passe toujours pas auprès du SLEG. Le gouvernement, lui, engagement internationaux donc de la Guinée avec ses partenaires pour justifier donc ses possibilités limitées de faire face à cette revendication majeure des enseignants de Guinée. Quelle est la réalité, quelle est la vérité sur les 40%? Ont-ils été arrachés aux enseignants comme cela a été entendu? Pourquoi le gouvernement est-il incapable, dans l'incapacité donc de payer maintenant la totalité des 40% réclamés par les enseignants? Nous essayons de comprendre ce matin avec M. Albert Damantan Camara, ministre du Travail, porte-parole du gouvernement. Et par téléphone, si tout va bien, nous allons avoir aussi Mohamed Lamine Doumbouya. Il est le ministre du Budget. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG. Bonjour Ahmed Camara, bienvenue. Bonjour Lamine, merci. Bienvenue Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour à vous Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Obi. Bonjour. Madame Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et grève des enseignants, on en parle ce matin, mon cher Obi. Oui, on dit bien, l'enlistement continue. Déjà, il faut faire allusion au discours du président de la République lors de la cérémonie de la fête des femmes, le 8 mars, au Palais du Peuple, où il a finalement, si Abakar est bien d'accord, il a finalement assouvi ses besoins, parce que lui, il s'attendait à de grandes annonces. Alors, parlant de grandes annonces, ça veut dire que ce jour-là, le président de la République a fait des grandes annonces. Il a dit aux femmes, il a dit devant tout le monde que désormais, il va former un gouvernement qui sera près du peuple. Ça dépend de ce qu'on appelle à l'écoute du peuple, près du peuple, à l'écoute du peuple. Ça dépend de ce qu'on appelle gouvernement près du peuple, à l'écoute du peuple. Mais en attendant, moi, avant, il avait bien entendu faire un discours dans la même semaine, quelques jours avant, où il avait parlé au peuple, où il avait reconnu les morts, où il avait, si vous voulez, apaisé la tension, et tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse des annonces. J'avais dit qu'il fallait lui accorder du crédit. C'est la deuxième phase, mais ça c'est la phase ultime qui lui reste. C'est-à-dire que le président de la République est en train de jouer sa dernière cartouche sur la crédibilité. Là, il a annoncé la formation d'un gouvernement. Bon, la tactique pour lui, selon lui, c'est d'écouter la majorité silencieuse. Depuis quelques jours, c'est le nouveau mot qui existe sur l'échiquier guinéen. Tout le monde parle de majorité silencieuse. Donc, il écoute tout le monde, la société civile, les syndicats, et les femmes, et les différentes organisations qui vont lui certainement faire des propositions. Et à partir de là, selon lui, il va tirer son gouvernement. Mais en attendant, il dit ne pas former de gouvernement sous pression. Bon, enfin, ne pas former de gouvernement sous pression, libre choix à lui de le faire. Moi, ce que je déplore, c'est que ce sont les interprétations à la suite qui sont venues lorsqu'il a dit qu'il ne formerait pas de gouvernement sous pression. J'ai lu dans quelques médias certains observateurs qui sont allés vite en besogne en disant aux gens que vous qui vous attendez à ce que le président de la République forme un gouvernement, eh bien il a tranché, il a dit clair, il dit qu'il ne formera pas de gouvernement parce qu'il a dit qu'il ne formera pas de gouvernement sous pression. Non, il a bien dit qu'il écoute d'abord les gens. Il écoute toutes les parties belligérantes, il écoute les acteurs sociaux, et certainement il va ajouter les acteurs politiques, et à la suite de cela, je pense qu'il va décider de quel type de gouvernement il va former. Parce que j'entends parler de gouvernement d'union nationale. Dans ce pays, on est habitué à ça. Sommes-nous aussi divisés pour parler de gouvernement d'union nationale? Est-ce qu'un gouvernement d'union nationale aura résolu le problème? Je pense que le problème chez nous, c'est un problème lié à la gestion de notre pays, à la gestion économique de notre pays, au partage du bien qui nous est commun. Et à partir de ce moment-là, cela ne peut se faire que par le travail de l'État, par le respect des engagements que l'État prend.
vis-à-vis des acteurs sociaux, vis-à-vis des acteurs économiques, vis-à-vis du peuple en général. Et c'est là où l'aspiration du gouvernement doit tirer son jus. Donc je pense qu'aujourd'hui il est important que nous accordions encore un peu de crédit parce que lui-même il est en train de jouer sa dernière cartouche. Attendons qu'il forme un gouvernement ou pas et lançons-nous dans la critique. Voilà, merci beaucoup Roby. Je ne suis pas sûr que la formation d'un gouvernement ou un remaniement à grande échelle, comme cela a été annoncé par le chef de l'État, serait la panacée dans la situation, par rapport à la situation l'impasse dans laquelle le pays semble s'installer. Je pense que au-delà de cela, parce que Roby est revenu sur la réaction du chef de l'État qui, face à la société civile, a dit qu'il n'a jamais dit qu'il ne formera pas de gouvernement. Je crois qu'il a fait une mise au point et il y a eu quelques articles de presse. Justement, les interprétations. Quelques interprétations. Je crois que c'était pas du tout bien parce que le président, moi, de la façon dont j'ai compris les choses, il ne s'est pas dédié. Il a dit simplement qu'il ne formera pas un gouvernement sous la pression parce que pour lui il y a des gens qui sont pressés pour être ministres et qui donc mettent la pression, chantent partout à travers la ville que le problème c'est le gouvernement et qu'il faille le changer. Mais donc c'était important pour sa part de faire cette mise au point. Maintenant revenons sur l'enlisement de la grève parce que c'est la situation c'est le plus important aujourd'hui. Cela fait un mois jour pour jour que l'école guinéenne reste paralysée, que les enfants restent cloîtrés à la maison. Il y a eu des propositions du gouvernement vendredi, dans le cadre des négociations engagées au Palais du Peuple. C'est surtout la principale proposition qui consiste pour le gouvernement à dire clairement aux syndicats, nous acceptons de payer les 40% que vous réclamez. 10% ont déjà été payés, cela a été constaté avec effet rétroactif sur les fiches de paye à la fois des enseignants mais aussi de tous les fonctionnaires. J'ai pris langue avec un haut commis de l'État qui m'a dit qu'il a constaté cela sur sa fiche de paye du mois de novembre, du mois de décembre et du mois de janvier. Et jusqu'au mois de février d'ailleurs. Donc, il reste les 30%. Le débat se porte sur les 30%. Le gouvernement a dit, nous sommes d'accord pour vous les payer, mais voici comment nous voulons vous les payer. 10% au mois de mai, 10% avant la rentrée prochaine, la rentrée des classes, et 10 autres % en janvier 2019. Le débat se porte à ce niveau et cette proposition donc a été faite à l'équipe, à la délégation du SLEG qui donc a dit en prendre acte et qui allait donc soumettre cette proposition du gouvernement à la base. Tout le monde a suivi sur les réseaux sociaux samedi. La base du SLEG a totalement rejeté cette proposition. Donc aujourd'hui, on est face à ce blocage parce que le premier point, il y a déjà un acquis, le salaire, il y a eu un acte du ministre de la fonction publique levant la suspension sur le salaire d'Aboubacar Souma. Ouais. Le salaire en liquide est venu au Palais du Peuple, cela a été payé à Aboubacar Souma. Il ne reste plus que donc le point sur les 40% et le couloir de négociation qui va être ouvert sur les 8 millions. Mais le point nodal sur lequel le syndicat ne veut toujours pas du tout bouger, c'est les 40%. 10% ont été payés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, parce que jusqu'à hier, les négociations ont continué entre le médiateur, le ministre Thibou et la délégation syndicale. Ce qui est à dire pour ma part, parce que le gouvernement met en avant des contraintes budgétaires, mais aussi ses engagements internationaux avec ses partenaires comme le FMI et la Banque mondiale. Qu'est-ce qui est à faire face à une telle situation? Parce qu'on est dans le blocage. Ouais. On est bloqué et pourtant, il faut forcément trouver une solution à cette situation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, puisque apparemment, c'est ma façon de comprendre, apparemment, quoi qu'il arrive, quelle que soit la pression que le syndicat va continuer à mettre, je ne vois pas ce gouvernement céder, en tout cas, faire face à ces 30% restants ici et maintenant. Parce que cela a été dit au plus haut niveau, par le chef de l'État, par l'ensemble des négociateurs, de tous les ministres qui sont engagés dans ces négociations. Donc, cela a été clairement indiqué à la partie syndicale que c'est impossible. Les grandes gueules. Le gouvernement est d'accord, mais voici comment nous voulons vous payer les 30% restants. À un moment donné, il revient aux enseignants, à Aboubacar Souma et à son équipe, d'entendre raison ou pas.
et de savoir que... Et c'est compréhensible aussi, Titi, parce qu'il y a une crise de confiance. Je suis entièrement d'accord. C'est leur responsabilité aussi. Ouais. Parce qu'il y a la responsabilité syndicale aussi. Ouais. Je ne leur dis pas forcément de prendre cette proposition, d'accepter cette proposition. Mais c'est voir aussi la nation. De penser. Je vais terminer, Lamine. Ouais. Parce que ce qu'on oublie aussi, on n'insiste pas assez là-dessus. Il y a un certain nombre de mécanismes qui sont prévus. Parce que moi, ce que je veux rappeler aux enseignants et aux SLEG, pour ma part, jamais une revendication, une grève n'a eu autant d'ampleur en Guinée que celle qui est en cours maintenant. Il n'y a jamais eu autant de mobilisation autour d'une grève comme celle que nous traversons maintenant. Il n'y a jamais autant de déploiement d'énergie et de mobilisation sociale de l'ensemble des acteurs étatiques et sociaux autour d'une grève comme celle qui est en cours maintenant. Cela veut dire que les mécanismes qui ont été invoqués par le gouvernement, qui sont prévus dans le cadre de ces négociations, qui ont été annoncés à la partie syndicale, ces mécanismes-là, il faut les prendre en compte, c'est extrêmement important. Il y a les assises nationales sur les conditions de vie et de travail des enseignants qui sont prévues. Il y a un comité national de dialogue social qui est prévu. Il y a un certain nombre de dispositions comme ça pour encadrer un accord éventuel qui va être signé entre la partie gouvernementale et le SLEG. C'est extrêmement important. Les assises nationales, ce n'est pas rien. Il faut, à un moment donné, peut-être, moi, ce que je proposerais, c'est que, au lieu que les grandes gueules, je termine là-dessus, au lieu que les 10% qui sont prévus pour être payés au mois de mai aux enseignants, qu'on puisse les ramener à fin avril. Donc, cela va faire automatiquement 20% et que les 20 autres pourcents restants, qu'on puisse les payer dans le courant de l'année 2018, les 20 autres pourcents. Parce que si on paye 10% à fin avril, ça va faire 20%. Les 20% restants, que le gouvernement fasse un effort, que donc les 10%, la troisième tranche... Mais si déjà il n'y a pas de proposition de l'autre côté à Bakar, parce que c'est un jeu systématique. Je suis d'accord, il faut une contre-proposition. C'est-à-dire que le SLEG aussi fasse un effort. Justement. Si vous n'êtes pas d'accord sur la façon dont on veut vous payer les 30% restants, que vous fassiez une contre-proposition, que vous disiez... nous ne sommes pas d'accord, mais voici comment nous voulons que vous nous payez les 30% restants. C'est extrêmement important. On ne peut pas rester et complètement camper en ayatollah sur sa position et ne pas vouloir bouger. L'avenir de notre pays se joue là. Il faut éviter qu'il y ait une imbrication des situations. C'est vraiment dommageable. J'ai l'impression que c'est une grève grippée. Alors, moi j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, il faut trouver. Il y a des choses qui sont pas claires dans cette affaire. C'est pas possible. Non, Lamine. Je ne peux pas comprendre. Attendez, quand vous discutez avec une personne, vous faites des propositions. Mais si ça a un seul sens, Lamine, là, ça devient un souci. Tout est clair. De mon point de vue, tout est clair là-dessus. Alors, je vais juste commencer par dire que, enfin, je ne parle pas pour vous, mais quand vous entendez les politiques parler de cette grève, on a comme l'impression que le démon, c'est Aboubacar Souma. Mais au sortir de ces consultations dernières, on se rend bien compte que Abakar Souma n'est qu'un canal d'expression des revendications de tout le syndicat, donc de tous les enseignants. Désormais, j'ai quand même envie d'interpeller le gouvernement, qu'il sorte de ce discours qui tend à personnaliser le mouvement de la grève. C'est un mouvement national, on a pu le voir, parce que la base s'est exprimée dernièrement, et Abakar Souma ne fait que relayer cela. Ça, c'est une première observation. Mais au-delà des deux autres points, parce qu'il faut le dire, ils ont obtenu déjà les 10 premiers pourcents qui ont été payés naturellement, au terme d'ailleurs du protocole d'accord dernier de 2017. Les 10% ont donc été payés récemment, mais au-delà de cela, l'obtention justement de payer 10 autres pourcents au mois de mai, c'est quelque chose, et l'échelonnement dont Aboubacar vient de parler, c'est donc un premier élément sur les 40% qui ont été revendiqués. Au-delà de ça, il y a la question des assises nationales, même si c'est assez discutable, parce que la condition des enseignants est connue depuis plusieurs années en Guinée, mais ça reste un acquis où on peut soulever d'autres questions, c'est réel. Un comité de dialogue social, ce n'est pas rien non plus. Mais ce qu'il faut ajouter à Bakar Diallo, c'est qu'il y a quand même pour une fois la possibilité, encore qu'il faille discuter là-dessus, parce que ça peut poser un problème éthique sur la question, que le syndicat libre des enseignants de Guinée puisse avoir un regard sur la gestion du budget alloué au ministère de l'Éducation nationale. Ça, ce n'est pas rien. C'est donc quelque chose dans la logique de construire la confiance par rapport à la gestion du budget. Parce que rappelez-vous, ce qui a souvent été brandi par ces syndicalistes, c'est que l'argent alloué à l'éducation est détourné, il est mal géré. Maintenant, le gouvernement s'est engagé, a même ouvert donc cette possibilité pour le syndicat de pouvoir observer tout cela. Cela dit, Lamine Guérassi, il faut quand même poser un fait.
le gouvernement est pris à son propre jeu. Je pense que c'est là la souffrance que nous vivons tous aujourd'hui. Vous avez un enfant, il reste à la maison depuis plusieurs... Mais ce n'est pas la faute des Guinéens, c'est la faute à ce gouvernement-là. Je suis d'accord avec toi. Parce que je vais vous dire... Tu sais, laisse-moi placer ça, parce que c'est juste une anecdote. Hier, après l'émission, la synchronisation à la RTG, il y a un docteur qui m'a appelé, qui me dit, mais l'explication de Damantan, mais nous, on n'avait pas compris comme ça, à dire qu'on a diminué le salaire des enseignants. Je dis, mais si vous laissez cloîtrer de l'autre côté, à dire, on ne va pas communiquer, soi-disant, ben voici ce que ça donne. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Sur l'élément de la communication, sur la qualité, le défaut de qualité de la communication gouvernementale, c'est déjà suffisamment un fait d'ailleurs sur lequel on est revenu. Mais Lamine, ce gouvernement s'est comporté en dribbleur depuis tout ce temps. Il a dribblé l'opposition. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Vous avez vu ces discours qui raidissent de jour en jour. Il a essayé, naturellement, de dribbler aussi les enseignants. Et ça fait que ce déficit de confiance est devenu le véritable problème construit aujourd'hui. Et c'est là véritablement que nous nous retrouvons. Et je veux rejoindre quand même Aboubacar Diallo vers la fin, pour dire à ce mouvement social qu'on ne peut pas continuer de dire « moi, il me faut ça. Si ce n'est pas ça, je ne recule pas ». Il faut une volonté dans la négociation. Il y a eu des propositions qui ont été faites par le gouvernement. Ce n'est pas rien. Ce serait important d'entendre aussi le SLEG diminuer cela. Mais même dans les recours, parce que j'ai lu quand même la réaction, la décision du SLEG représentation de Cancan par rapport aux doléances qui avaient été posées par le gouvernement, il repose la question des 40% comme non négociable. En clair, il faut carrément le sortir du dialogue, parce que ce n'est plus un point de dialogue quand on dit ça là on ne négocie pas. Ce n'est pas du dialogue. Le dialogue suppose que l'on écoute l'autre, que l'on accepte, si ça nous convient, ces propositions. Si elles ne vous conviennent pas, que vous en fassiez d'autres qui ne soient pas celles du départ. Mais si on va dans cette perspective, je vais encore le redire, on est bloqué. Et figurez-vous que si on part à une année blanche, ce n'est pas bon pour qui que ce soit. Pour les parents qui vont garder leurs enfants à la maison, ce n'est pas bien. Donc pour les élèves, ce n'est pas bien. Pour le gouvernement, ce n'est pas bien. Mais même pour ces enseignants. Parce qu'il faut le dire, on ne paye que celui qui a travaillé. Si les enfants restent à la maison pour tout le reste de l'année, la question peut bien se poser si ces enseignants qui réclament meilleures conditions de vie les auront au terme de cette grève. Merci beaucoup, Tamba. Allez, en 5 minutes, Moussa Moïse, là. 5 minutes. Oui, c'est bien ça. 5 minutes, 5 minutes. Non. Il est 20. Ils ont dépassé. Alors, ce que je veux dire, je vous parle, là, mais ne m'embrouillez pas. Oui, mais non, je t'embrouille pas. Non, mais oui. Je l'ai. Alors, ce que je veux mentionner, c'est que la dernière proposition du gouvernement a donc permis quand même un petit changement au sein du SLEG. Quoi qu'on dise, certes minoritaire, mais il y a eu quelques voix un peu, je veux dire, qui viennent s'opposer à la grande voix de la majorité. Quelques enseignants qui ont quand même émis le souhait d'étudier en profondeur la proposition qui a été faite par le gouvernement, et une minorité même qui est un peu incline à aller dans ce sens-là. Ça, c'est un premier pas, parce que ça crée un débat au sein du SLEG. L'unanimité, je ne discute pas, voudrait vraiment que, et l'a exprimé clairement, cette proposition a été rejetée par l'unanimité. Mais au sein, il y a une certaine minorité qui commence à cogiter là-dessus. Au moment où cette cogitation est en cours, quelques farceurs se permettent de sortir des billets de banque, d'ameuter un peu les femmes, de les prendre, les choisir ici et ça et là, de mettre des bus à leur disposition pour aller au siège du SLEG, histoire d'exprimer aux enseignants, dit-on, que les mères de famille sont fatiguées de voir leurs enfants à la maison. Mais ce n'est pas aux enseignants que vous allez demander cela. Et l'action qui a été faite par certaines personnes tapées dans l'ombre qui pensent qu'en agissant ici, ils aident le président, ça a permis d'ailleurs de ne pas permettre que le débat se tienne très tôt le matin. Donc ça a été des troubles qui n'en valaient pas du tout la peine. On pouvait s'en passer. Cette économie d'argent, vous aurez pu l'utiliser pour autre chose, mais ce n'est pas tout le temps en Guinée qu'il va falloir penser que l'argent peut permettre de créer des mouvements entre guillemets spontanés, alors qu'on sait que la spontanéité en Guinée n'existe pas. Ça coûte bien de banque qu'on met ces genres de mouvements en place. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Alors, et ensuite, ce que je veux rajouter, lorsque j'ai écouté dans mon temps le ministre du Travail hier, j'ai bien compris que lors des négociations, l'acceptation des 40% avait déjà été faite par le gouvernement, qui n'avait pas su très tôt l'impact de cette acceptation sur le budget national. Ok. D'abord, 2 milliards, on a pensé
que c'était l'impact véritable. Le ministre du budget aurait dit, si ce n'est que 2 milliards, c'est supportable. On peut maîtriser cela. Mais il a fallu, parce que les mécanismes budgétaires et autres sont tellement alambiqués, il aurait fallu faire venir un expert, je pense du BIT, qui a fait une sorte d'étude plus holistique de la chose pour ressortir que ce n'est pas 2 milliards, mais c'est bien au-delà, donc aux alentours de 5 milliards, de 50 milliards par mois. Alors, dites-moi, est-ce que ce défaut de prévention, ce défaut d'anticipation, cette fausse lecture, est-ce qu'on peut mettre cela sur la tête des enseignants? Est-ce que c'est de leur faute? Ce n'est pas de leur faute. Il appartient au gouvernement, dans une négociation, de s'entourer de tous les outils qu'il faut pour mettre sur table ce dont il est capable et ce dont il n'est pas capable. Si vous promettez cela et que une certaine avancée est faite, ben, moi je ne suis pas contre que les enseignants disent que c'est un acquis. Ben, c'est un acquis. Alors, maintenant, aujourd'hui, ce que je demanderai au gouvernement, parce que moi je pense que le problème, la solution à cette sortie de crise ne se trouve pas entre les mains des enseignants. Ouais. Ce n'est pas au niveau des syndicalistes qu'il va falloir aller chercher la solution. C'est entre les mains du gouvernement qu'il faut demander des comptes. Les enfants sont à la maison. Ce n'est pas la faute des enseignants. C'est de la faute de ceux qui ont mandat de bien gérer ce pays et de mettre en place des politiques qui permettent de créer une certaine confiance, de créer un bon climat, un bon climat social. Les grandes gueules. Vous avez le rôle actuellement d'expliquer aux citoyens et dans toutes les langues s'il faut, pourquoi est-ce qu'avant les élections, au nom d'un certain argument de campagne, on disait que notre économie avait sorti la tête de l'eau. On disait que les indicateurs étaient au vert. On disait que le PNDS était en cours. Ouais. On disait que la Chine avait promis 20 milliards. Moi, de la manière Moussa Moïse comprend ces choses, oui, l'étalagiste ne le comprend pas de cette manière. Alors, relevez-vous, puisqu'on est sorti de ce mensonge de campagne, ressortez sur le terrain, allez-y expliquer dans vos langues, allez expliquer dans vos villages, faites campagne cette fois-ci pour la vérité, expliquez que les 20 milliards, en fait, ce n'est qu'un chiffre sur papier. Ouais. C'est une intention de financement et que rien n'a été encore transféré. Expliquez que le PNDS, c'est encore des intentions de financement et que tout cela repose sur un socle. Merci, la paix sociale. Bien. Mais encore une fois, Lamine, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas par des mouvements dilatoires que cette grève prendra fin. Je suis d'accord avec toi. Il faudrait pas la manipulation doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il ne faudrait pas que le chef de l'État, je ne pense pas, et on ne doit pas le dire, il ne doit pas du tout être celui qui plafonne le débat. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Il doit toujours y avoir une ouverture. Ouais. Dire que je ne peux plus faire de concessions. Les grandes gueules. À sa place, je pense que je m'en méfierai. Parce que tout simplement, la paix sociale et tout ce qui se passe en tant que stabilité, c'est lui qui a un bilan à défendre. Ça lui appartient. Il ne faudrait pas qu'il se laisse distraire par ceux qui pensent qu'il faut durcir le ton et que ça pourrait changer le jeu. Je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup, Moussa. Allez-y, Ahmed. Ben écoutez, quand on a pris tout son temps à mentir au peuple, voici ce qui arrive. Je suis parfaitement d'accord avec la chute de Moussa. D'ailleurs, c'est pas ça que j'ai voulu commencer. C'est qu'on est resté là pendant des années à mentir au peuple. Oui, on a fait le gap est supérieur à ce qu'on avait programmé. Il y a ceci, cela. On a signé, on a dansé. Pour des projections, on a dansé. Pour des projections, on a fait des cortèges à travers la ville pour dire non, c'est fini, c'est le meilleur, c'est ceci, c'est cela. Allez-y. Non, qu'est-ce que vous voulez exactement? On a dit au peuple qu'on a... Ça n'a rien à voir, ce n'est pas de l'argent destiné à cela. Justement, il faut quand même le préciser. Laissez aller jusqu'au bout de ces idées, s'il te plaît. Allez-y, Ahmed. Destiné à ça ou pas destiné à ça, on a dit qu'on a eu de l'argent. C'est comme ça qu'on a compris. Ouais. On dit on a eu de l'argent. Maintenant, l'argent, là, comment on va dépenser? C'est à nous de décider. Ouais. Donc, tu ne peux pas me dire que c'était pas... C'est fait pourquoi? Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est ce que Moussa disait tout de suite. C'est pour nous. C'est la vérité qui compte, c'est important. C'est tout. Parce que quand vous annoncez des sommes comme ça et que la population comprenne autrement, voilà. Là, il y a un souci. Oui, mais justement, on dit on a eu ceci, on a eu cela. On est resté là à dire tout ça. Oui, vous allez me dire, oui, c'était pas destiné à cela. On dit, oui, on a fait une projection de tel milliard au niveau, par exemple, du port autonome de Conakry. On a dépassé. On a fait un truc, une projection au niveau des impôts. On a dépassé. Cette somme-là, qu'est-ce qu'on en a fait exactement? Vous expliquez toujours ça aux populations. Ouais. Vous leur expliquez ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit tout simplement qu'à un certain moment, il faut qu'on se respecte dans ce pays. Moi, je pense que les dirigeants aujourd'hui n'ont pas de respect pour le peuple de Guinée. D'ailleurs, au-delà des enseignants, on nous dit oui, on va mettre en place un gouvernement à l'écoute du peuple, un gouvernement responsable. Donc, le président de la République veut nous dire que durant tout ce temps,
il est conscient qu'il a un gouvernement qui n'est pas responsable. Il est conscient qu'il y a un gouvernement qui n'est pas à l'écoute du peuple, mais il ne fait rien. Il ne fait rien, il attend que le peuple s'énerve et il dit face au peuple, ben, je vais prendre mes responsabilités. Oh bon sang de Dieu, qu'on arrête. Qu'on arrête. Aujourd'hui, ce déficit de confiance dont les autres ont parlé, c'est ce qui aujourd'hui est en train d'enliser cette crise. Parce que le syndicat, on peut dire que c'est aussi l'instinct de survie. Soit ils acceptent de prendre les 10% et après, ils n'ont rien et ils ne peuvent plus manifester, ou ils disent maintenant, on veut les 40%. Et ça, il faut les avoir. Les grandes gueules. Mais c'est le calcul. Ouais. Ces enseignants qui sont assis là, avec lesquels les sous-mains sont allés discuter, ils nous ont enseigné. Ils ont enseigné ces ministres. Eh bien, écoutez, vous voulez les tromper comme ça? Vous les avez trompés combien de fois? Là, ils se disent quoi? Si on accepte ça maintenant, devant, ben, ils ne le feront pas. Ben oui, et nous serons les perdants. Ouais. Les religieux ont été mis à rude preuve ici aujourd'hui. C'est religieux. Ouais. On se dit c'est le plafond. Mais eux-mêmes, on les a terrassés dans ce pays. Finalement, c'est quoi le mur auquel on peut s'adosser? Donc je pense qu'à un certain moment, c'est vrai qu'on appelle le syndicat à faire des propositions aujourd'hui, mais ce déficit de confiance qui existe, c'est pas moi qui vais sauter ce verrou. Sauter ce verrou appartient aujourd'hui au gouvernement. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont s'arranger, mais j'attends de voir clairement quelle sera la position du syndicat. Mais je comprends parfaitement la logique du syndicat et c'est la profonde responsabilité des autorités, en l'occurrence le président de la République, pour qui les Guinéens ont voté. Ces ministres-là, personne n'a voté pour eux. Les gens ont voté que pour lui, le président de la République. Donc, s'il y a une responsabilité, c'est sa responsabilité. Quand il sort pour dire « je n'avais pas toutes les informations », vous n'avez pas toutes les informations, mais vous les avez quand même traitées de rebelles, ceci ou cela. Donc, moi, je dis, j'en appelle aussi à la responsabilité du syndicat, oui, mais je dis que ce déficit de confiance a été creusé par le gouvernement alors qu'ils en assument la pleine responsabilité. Oui, merci. Allez-y, Mafoudia Bangura. Alors déjà, pour commencer, par rapport à ces 20 millions, il faut qu'on sache que lorsqu'il y a des négociations comme ça, 20 millions. Les 20 milliards, je veux dire ce dont Ahmed parlait tout à l'heure, les domaines sont cités. Ouais. Donc, c'est pas comme ça parce qu'il y a une grève, on va aller prendre les 20 millions et les utiliser. 20 milliards. Les 20 milliards. Bien. Je sais pas ce que j'ai avec les 20 milliards. Ouais. Alors, déjà, pour revenir à cette grève, je suis entièrement d'accord avec ceux qui estiment que c'est une crise de confiance. Aujourd'hui, moi, j'essaie de voir la peur de ces syndicalistes. Ils se disent, sinon, il y a une possibilité d'accepter. Ils peuvent accepter, mais on se dit, si on accepte, est-ce que ce gouvernement, cette équipe, Alpha Condé en personne ne va pas vouloir nous berner avant même le paiement de la deuxième tranche? Je pense qu'il faut comprendre ces syndicalistes. Moi, je les comprends, mais à un moment, il faut aussi voir la possibilité qui s'offre au gouvernement. Est-ce que c'est réellement possible qu'ils puissent payer les 30% restants en bloc? Si oui, pourquoi pas y aller? Sinon, essayez de voir la faisabilité. Parce que quand on voit aujourd'hui la manière dont les choses sont gérées en Guinée, c'est vrai, on a la rage, on n'a même pas envie de bouger d'un iota. Parce que lorsqu'on regarde certaines personnes, comment ils vivent dans ce pays, des ministres, des directeurs, d'une façon je sais pas, une gabégie financière qui fait qu'il y a une majorité qui continue à souffrir et des particuliers, une minorité qui continue à s'enrichir. On a mal. Au vu de tout ceci, on veut ne pas bouger. Mais moi, je demande aux syndicalistes de voir un peu la faisabilité. Après tout, Abakar l'a dit, aujourd'hui, on a constaté une certaine mobilisation qui fait que même 2 mois après, si le gouvernement, parce qu'après tout, il y a eu cette trêve de 2 mois. Ils ont bien voulu accepter pour 2 mois cette trêve. Donc, on peut encore aller vers une reprise des cours et surtout rester aux aguets et voir ce que ce pouvoir peut nous proposer. C'est un risque qu'il faut prendre parce qu'aujourd'hui, on est au bord de l'implosion. Il faut le prendre. Ouais. Mais parallèlement, la paix sociale est menacée. Dans toutes les situations, il est important de rappeler à Alpha Condé que ce n'est pas la formation, le remaniement ministériel qui peut changer quelque chose. On a des ministres que lui, il nomme. Mais s'il y a une personne qui doit donner l'exemple, c'est lui. Et malheureusement, Alpha Condé ne donne pas le bon exemple. Alpha Condé est ce président qui veut contenter tout le monde. C'est ce président qui veut faire plaisir à tout le monde. Il n'est pas capable de sanctionner. Il n'est pas capable d'enlever pour de bon. Il t'enlève ici, il te met là, il écoute les gens, il écoute la famille, il écoute comment il veut aujourd'hui régler le problème en Guinée. Comment il peut nous sortir de l'impunité quand il veut regarder tout le monde dans les yeux. Je pense qu'à un moment, il faut être un leader. Les grandes gueules. Tu as des enfants qui ont étudié, qui ont fait de hautes études. Il faut savoir qui mettre où pour une meilleure gestion du pays. Mais si c'est comme ça, qu'il ne se blague même pas lui, on ne peut pas aller vers une meilleure gestion
tant qu'il va continuer à regarder les yeux et dans les yeux et surtout prendre en compte les inquiétudes des uns et des autres, même ceux qui sont les plus grands voleurs du pays. Merci beaucoup. Moi, je voulais simplement dire, Ahmed évoque le déficit de confiance. C'est vrai, personne ne peut le nier. Ce déficit de confiance, il existe autant avec les partenaires sociaux de l'État qu'avec les partis politiques sur le plan politique. Mais ce n'est pas parce que ce déficit de confiance existe qu'il faut rester sourd à toute proposition de sortie de crise. En fait, aujourd'hui, on a le choix de laisser brûler notre pays. Vous êtes... Non, attendez, Ahmed, laissez-moi. J'assume mes propos. Les grandes gueules. Je suis un républicain et je dis que l'avenir... Non, je suis un républicain, Moussa, je le dis, je l'assume. Le pays traverse une crise majeure, une double crise. Il y a d'un côté cette crise avec le syndicat, il y a de l'autre côté la crise post-électorale. Et on n'en parle pas assez, mais il y a l'opposition qui a décidé d'engager une épreuve de force avec le pouvoir en place. Ça commence par cette journée. Il y a eu déjà une première journée ville morte. Aujourd'hui, c'est une journée ville morte. Il y a les opérateurs économiques qui se mêlent à la danse. Le Goa qui a décidé aussi que tous les commerces restent fermés. Je crois que cela est constaté. On m'apprend que le marché Niger est fermé ce matin. Le marché Marina aussi paralysé par endroits. Voici une conjonction de faits, d'événements qui ne sont pas donc de nature qui sont de nature à saper la paix sociale et la cohésion nationale. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire attention, il faut réfléchir par 2 fois pour dire nous sommes à un tournant extrêmement grave. Ouais. Les manifestations sont en cours en ce moment. On m'apprend que on est en train de brûler, des jeunes sont en train de brûler des pneus du côté de Kaloum. La route d'Etaouia est bloquée. Donc, vous voyez ces situations. Ouais. Ce n'est pas parce qu'il y a cette crise de confiance que on ne peut pas faire un effort. Attendez, on ne peut pas faire un effort qu'on on peut pas être raisonnable. Je crois qu'à un moment donné, il faut être raisonnable, il faut entendre raison. Mais le minimum qu'on puisse attendre. Non, mais attendez. Je ne dis pas que le gouvernement je ne dédouane pas le gouvernement. Je comprends tout ce que vous dites. On l'a dit, on l'a ressassé. Il y a eu ceci, à la gabégie, à la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas le moment de rappeler tout cela. Ça existe. On me parle du train de vie de certains hauts commis de l'État, c'est vrai. Mais on parle de négociations là. Ouais. Alors, quand on parle de négociations, je pense qu'on vient là avec des propositions et des contre-propositions. Mais quand on n'est pas capable de contre-propositions, quand on n'est pas capable de concession, attendez Ahmed, il faut que de part et d'autre, qu'on soit capable de concession, qu'on soit capable d'entendre raison et d'écouter l'autre, de voir quelles sont ses limites et quelles sont ses possibilités. Le gouvernement est quand même dos au mur. Il a montré que dans l'immédiat, à cause de ses contraintes budgétaires, mais aussi à cause de ses engagements, il ne peut pas régler maintenant. Maintenant, il revient au syndicat de dire, c'est vrai, on vous a entendu, mais voici comment nous voulons que vous nous payez les 40%. Mais on ne peut pas rester sourd à tout dialogue. Il y a d'autres personnalités de l'État, je ne vais pas citer dedans, qui n'étaient pas là, qui ont voulu s'impliquer dans la résolution de cette crise. Mais de l'autre côté, c'est toujours porte close. On ne peut pas rester fermé au dialogue. Ce n'est pas possible. Donc je crois qu'il y a de la responsabilité de ces enseignants, du SLEG, d'abord Karsouma, de voir la nation en face et de voir aussi les possibilités assez limitées qui ont été présentées par le gouvernement pour prendre une décision, peut-être dans un premier temps lever le mot d'ordre de grève et au même moment continuer les négociations et faire en sorte qu'il y ait une grande mobilisation de l'ensemble des forces vives de la nation autour de l'accord qui va être signé. C'est le gouvernement qui saura si il va jouer avec l'accord qui va être signé. Dans ce moment, le gouvernement sera entièrement responsable de ce qui va advenir. Parce que si dans l'accord le gouvernement s'engage à payer la deuxième tranche des 10% à fin avril ou à fin mai, et que cela ne soit pas, mais on verra ce qui va se passer. Ouais, allez-y, Roby. Il y a un double enjeu dans cette situation. Je pense qu'il est important aujourd'hui, vu l'accumulation des problèmes, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on ferme boutiques et magasins, vu que la situation... Oui, mais j'en viens. Vu que la situation est grave, je pense qu'à un moment donné, il faut que nous-mêmes, nous asseyons en tant que Guinéens, nous réfléchissons. Nous parlons d'augmentation de salaire, 8 millions, nous sommes en train de débattre sur les points d'indice, 40%, etc. Mais
tout ça, c'est possible qu'en situation de paix. Les grandes gueules. C'est en situation de paix qu'on peut s'asseoir, parler d'augmentation de salaire, etc., budget et tout ça. Mais ce pays est en train de courir un danger et nous sommes tous assis, nous sommes aveugles. Si nous nous retrouvons ici tous les matins... Ahmed l'a rappelé hier. Ben oui, si nous nous retrouvons ici tous les matins pour débattre, c'est parce que chacun peut quitter chez lui tranquillement venir. Moi, ce que je dis encore une fois, il faut de la responsabilité chez tout un chacun. Premièrement, il faut que l'État arrête de jouer avec ses engagements. Les grandes Si vous jouez avec votre engagement en tant qu'État, vous perdez la crédibilité, vous mettez tout le monde en danger, vous mettez toute discussion dans le pays impossible. C'est ça la réalité. Mais en même temps, il faut dire aux syndicats que lorsqu'on a expliqué, d'ailleurs moi depuis le début, les débats ne sont pas techniques. Les débats sont, il y a eu beaucoup d'erreurs d'ailleurs au début. Abakar Souma a tenu tête. Les syndicats disent nous, il faut 40% niet, on ne bouge pas. Les discussions ne sont pas sur des bases concrètes, sur des bases techniques. On fait des erreurs au ministère du budget. Moussa est en train de rappeler un fait qui est grave et qui m'alarme. Comment est-ce qu'on peut faire des erreurs de calcul comme ça et qu'il faut un travailleur du BIT pour venir nous corriger tout ça? Cela pose le problème de l'intelligence même de notre administration. Et donc, toutes les erreurs qui ont été accumulées depuis plusieurs années, cela vient de là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous nous battions nous-mêmes pour une paix sociale, premièrement, pour que la discussion continue. Deuxièmement, que les enfants du public aillent à l'école. Parce qu'il y a un autre problème qui va se poser. Les parents d'élèves dans le privé ont déjà payé la scolarité de leurs enfants dans le privé. Alors, imaginons qu'ils payent toute l'année et qu'on en vienne à une année blanche et que l'année prochaine, que ces mêmes élèves retournent dans les mêmes classes et qu'on demande à ces mêmes parents de repayer encore ce qu'ils ont payé l'année dernière parce que les écoles privées ne vont quand même pas accepter de donner des cours à des enfants gratuitement. Ils ne sont pas subventionnés, c'est pas possible. Ils ont des charges, etc. Donc, il faut résoudre le problème maintenant. Résoudre le problème suppose quoi? On part dans une négociation dans le but de discuter, dans le but de faire en sorte que la partie en face lâche du lest et que nous aussi, de notre côté, nous lâchions du lest et que nous nous entendions. Mais on ne reste pas campé comme ça, têtu, à dire non mais nous, on ne bouge pas d'ici de toutes les façons. Il faut ça ou non. Moi, je suis d'accord avec Abakar. C'est là où je suis entièrement d'accord avec Abakar. Si vous n'êtes pas d'accord avec la proposition d'en face, faites-en vous aussi des propositions. Voilà. Alors, sur ce dernier aspect, Aboubacar Diallo, Roby et tous les autres ici, nous sommes tous d'accord. Le dialogue suppose concession. Lorsqu'un dialogue est bouché, il devient un monologue. On est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas là le problème. Mais moi, j'ai envie quand même de revenir sur les propos d'Aboubacar Diallo. On ne peut pas nous refuser de pointer du doigt ce problème de confiance qui a été créé par l'État. Dans la vie, la confiance, c'est tout. Je suis d'accord. Non. Nous sommes... Attendez, Abakar, je vais y venir. Je t'ai écouté. Il ne faut pas en parler. Abakar, je t'ai écouté. Cela existe. Aboubacar, il faut avancer. Abakar, mais laisse-moi terminer. Je t'ai écouté. Les grandes gueules. Nous sommes tous dans ce studio parce que nous nous faisons confiance. Ça, c'est un premier élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Partout dans la vie, c'est d'abord la confiance. Vous comprenez? Alors, si le SLEG suppose que le gouvernement n'est pas digne de confiance, comment croire les propositions qui lui sont faites? Comment croire qu'elles vont être réalisées? Si l'on part de ce principe, c'est foutu d'avance. Et c'est là tout le problème que nous avons. On a besoin de preuves matérielles que le gouvernement a une volonté. Elle l'a traduit dans les faits, comme quoi on peut compter sur sa parole. Mais la parole publique, elle est totalement dévoyée. C'est une parole à laquelle on ne peut pas se fier du tout. Même si elle vient de la plus haute autorité de cet État, je pense que le gouvernement là-dessus est responsable. Il ne faut pas le perdre de vue. Mais en même temps, Abakar nous dit, c'est pas le moment de dire que le gouvernement vole, le gouvernement c'est ceci, le gouvernement c'est cela. Ben c'est le lieu, vous allez voir pourquoi. Parce que si le gouvernement s'engage sur les 40%, supposons par exemple qu'il s'engage sur les 40% de manière immédiate, la mine Guirassy, qui paye le prix? Ça va être nous. Parce que si cela a un impact sur l'économie en temps réel, entendez bien que les subventions sur le carburant, parce qu'on en parle déjà, sur le carburant, entendez bien que le prix il puisse avancer par exemple de 1250 d'après ce que l'on dit. Parce qu'il y a 1250 qui sont subventionnés par l'État à ce jour. Et le discours, absolument. Donc il faut quand même comprendre que si le gouvernement rehausse et donc accède aux réclamations du syndicat et qu'il ne règle pas la question de la gestion à la base, c'est encore nous. Parce que le vol va continuer.
de plus belle et le peuple va être celui qui va payer. Il faut le redire par 2 fois. Le gouvernement doit donner de la confiance. De l'autre côté, le SLEG doit s'ouvrir davantage. Parce que c'est cela la définition d'un dialogue. Merci Tamba. Allez-y, Moussa. Il faudrait qu'on arrête de nous vendre la peur. Cette ambiance chaotique, je pense souvent, quand on nous la sert, ça crée souvent une situation de turbulence qui n'existe même pas parce que c'est dans la tête. Non, si. Qu'on arrête de nous vendre la peur. Moi, oui, tu as ton droit. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que je te dis. Mais tu as le droit de respecter ce que je dis. Alors, lorsque vous vendez de cette manière la peur et que ça vienne même du camp présidentiel, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Il faut plutôt rassurer les gens que ça ne va pas brûler. Il faut rassurer les gens que c'est juste des enseignants qui n'ont pour seule arme que des craies. Dites-moi depuis quand une craie a réussi à arracher l'œil de quelqu'un. C'est la question que je me pose. Donc déjà, ne créez pas cette situation chaotique, cette ambiance chaotique. Les grandes gueules. Ce que je veux rajouter. Les enseignants, je pense, n'ont pas envie, ne sont pas de ceux-là qui veulent que ce pays brûle. Je ne suis pas d'accord. Il y a eu quand même des concessions qui ont été faites. Je pense avec l'appui des religieux, ils ont pu donner au gouvernement 2 mois de répit. Vous, dans ce studio, vous savez tout ce qui a été dit. Et j'ai alerté, j'ai dit, si vous faites mentir aux religieux, si vous rabaissez les religieux devant les enseignants, vous allez en pâtir. On l'a dit ici ou pas? Dites-moi, ils ont bougé face aux religieux? Ces vieux ont traîné le Coran et la Bible partout. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour ramener les enseignants autour de la table, pour tempérer un peu la situation. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces 2 religieux? On leur a dit, ben c'est bien la foi et tout ça, mettez ça de côté, nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne. Mais c'est important d'appeler à la paix. C'est important de dire aux enseignants, faites des propositions autour de la table, ne campez pas sur votre position. Mais en même temps, c'est important de dire à ce gouvernement d'arrêter, en tout cas dans une proposition assez grave, d'arrêter tout le temps de rouler les gens dans la farine. Parce qu'au finish, ils finiront eux-mêmes par se rouler dans la farine, et c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est un pain qu'il va falloir manger tôt. Et rapidement, le chef de l'État, je pense, il y a un réveil, mais j'estime qu'il aurait pu mieux faire. Lorsque Dansa a pris la parole, j'ai été émerveillé par les propos quand même qu'il a tenus face au chef de l'État. La gouvernance se porte mal, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan économique. La corruption existe. Le président de la République dit qu'il n'a pas de preuves que des gens sont en train de s'enrichir illicitement dans ce pays, illégalement dans ce pays. Il dit qu'il n'y a pas de preuve parce que c'est un pays de rumeurs et de menteurs. Est-ce que ça, c'est déjà une volonté de lutter contre la corruption? Vous avez créé une agence nationale de lutte contre la corruption. Mais sa création ne signifie pas d'emblée que c'est une volonté politique. Si vous ne donnez pas les moyens qu'il faut, la garantie qu'il faut, que cette agence, l'indépendance qu'il faut, que cette agence peut mieux travailler de façon impartiale et rendre les résultats qu'il faut. Je pense que le chef de l'État doit mieux comprendre. C'est vrai, il y a de ces cabales autour des personnes qui cherchent des postes de responsabilité, comme on l'entend maintenant autour du directeur national des impôts. Mais ça ne signifie pas, sincèrement, qu'il n'y a pas de corruption dans ce pays. Le chef de l'État, à moins de 2 ans ou 3 ans de sa fin de règne, ce n'est pas maintenant qu'il doit dire aux Guinéens qu'il se réveille, qu'il commence à comprendre les choses. Il n'est pas tard. Il faut prendre les responsabilités qu'il faut. Retourner autour de la table, je crois en l'engagement des personnes qui sont autour de la table. Le ministre Gassama, le médiateur de la République, on n'en parle pas assez, mais je trouve que c'est un homme qui est devenu assez modéré, tempéré et qui joue bien son rôle. Le médiateur, Mohamed Sel Fofana, il faut le souligner. Tous les autres qui sont autour de la table, parti gouvernement, ne doivent pas baisser les bras. Il faut continuer toujours à approcher les syndicalistes. La paix, c'est à cela qu'on aboutira, même s'il faut passer par le chaos. Bien. Donc il faut commencer par la paix. Non, c'est grave. Je vous le dis. Écoutez. Les grandes gueules. Non. Quand vous aurez fini, je vais prendre la parole. Je peux m'expliquer? Oui. La paix, c'est à cela qu'on aboutira, même s'il faut passer par le chaos. Donc il faut commencer par la paix. Bien. Merci. C'est mieux, monsieur. Allez-y. Vous déformez les propos. Non. Allez-y. Écoutez, c'est le dribblé. Alors, finalement, Lamine, vous le savez ici, je crois qu'on est à la 3e grève des enseignants. La première grève, vous vous souvenez, pratiquement les propos que nous avons tenus ici, dans ce studio, face aux syndicats, tout en appelant ces syndicats à prendre leurs responsabilités et à retourner en classe. Lors de la 2e manifestation, c'était pareil.
à cette troisième manifestation, nous sommes en train de faire pareil. Mais quand on dit au gouvernement de prendre ses responsabilités, on pense plutôt que nous sommes des pyromanes. Donc il faut toujours dire aux syndicats, non, allez-y en classe, mais ne pas dire la vérité aux autorités. Je refuse cela. Je veux dire la vérité aux autorités en disant qu'ils ont failli à leurs responsabilités. Finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans une danse du dogon. C'est quoi exactement? Un pas en avant, c'est maman qui meurt. Un pas en arrière, c'est papa qui meurt. Vous restez sur place, c'est vous qui allez mourir. Alors qu'allons-nous faire aujourd'hui? Oui, qu'allons-nous faire aujourd'hui? J'ai dit, alors que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et face à ces syndicats. Alors, s'il faut, évidemment, prendre des engagements, que ces engagements, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont le faire pour rassurer ces syndicats, mais ce n'est pas à nous de leur donner des leçons. Monsieur Alpha Condé dit qu'il est professeur et qu'il est spécialiste en roubladise, qu'il est fort en politique, tout ceci, tout cela, alors qu'il propose quelque chose capable de convaincre ces syndicats et que ces syndicats soient vraiment rassurés, parce que je suis sûr d'une chose, ce ne sont pas en tout cas les syndicats qui vont rassurer ces enseignants. Ce ne sont pas ces hommes politiques encore qui vont les rassurer. Donc finalement, je ne sais pas qui est-ce qu'on va prendre comme garantie. Bien. Attendons. Alors si on ne peut pas aller avant, en arrière et rester sur place mourir, il faut se suspendre. Mais franchement, qu'on se dise la vérité, pourquoi paye-t-on un Premier ministre dans ce pays? Pourquoi a-t-il un budget de fonctionnement? Non mais, il faut poser la question, à quoi il sert? À quoi il sert finalement, si ce n'est que tenir le conseil interministériel? C'est pour ça qu'il a tout ce budget-là. Alors, ce budget-là peut servir à résoudre au moins en partie quelques pourcents des 40% que les enseignants demandent pour que nous puissions continuer la discussion. Bien. Parce que c'est vrai, non, il faut le dire. J'entends sur les médias, je lis sur les médias certains acteurs, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que Cyril Dalin aurait dit qu'il renonce à une partie de ses 500 millions pour pouvoir... Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on résout le problème. C'est pas parce que vous allez renoncer à vos 500 millions aujourd'hui, à une partie de vos 500 millions aujourd'hui, qu'on va résoudre éternellement ce problème. Non, c'est un problème à l'échelon, c'est un problème. Lorsque le gouvernement s'engage aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les Abakar Souma qui vont bénéficier de cela, c'est tous les enseignants pendant toute la durée de vie, tous les fonctionnaires pendant toute la durée de vie de notre pays. Donc c'est ce qu'il faut dire. Donc arrêtez, encore une fois, je vais dire au président de la République de prendre ses responsabilités. Depuis qu'il a formé ce gouvernement-là, Monsieur Mamadi Youla ne nous a servi à rien du tout. Voilà, allez, c'est du Roby. On revient dans 10 minutes. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.